Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui s'intitule Les entreprises face à la Covid-19, employeurs, que dois-je faire? Je vais demander à Karine Durand juste de couper son micro, comme ça il n'y aura pas d'écho et ce sera parfait. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et donc, juste pour introduire, sachez déjà d'ores et déjà que vos micros sont volontairement fermés. Vous pourrez donc communiquer à travers le chat. C'est fait pour ça. Donc, nous sommes plusieurs à pouvoir répondre. Il y a le docteur Durand qui est présent ici en tant qu'animatrice et d'autres personnes vont également nous rejoindre en tant qu'animateurs. Donc, nous sommes tous présents pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas. Le chat est fait pour ça. Aussi, sachez que la session est enregistrée et que vous pourrez le voir en replay ou transmettre le lien à vos collaborateurs ou peut-être à d'autres personnes qui n'ont pas pu assister. Donc, n'hésitez pas à transmettre notre lien qui vous sera transmis plus tard pour que vous puissiez le revoir en replay. Donc, le sommaire de notre webinaire, donc à peu près 1h30, en tout cas c'est le timing que l'on a estimé, on va tâcher de se tenir à ce timing-là. On va aborder ce webinaire sur 3 sujets. Un sujet qui va être les notions sur la Covid-19, et là ce sera le docteur Durand qui prendra la parole. Et ensuite, il y aura notre partie centrale, effectivement, qui sera sur les obligations de l'employeur, qu'est-ce que je dois faire face à la Covid-19? Donc, on parlera de différents éléments, le référent Covid, les personnes vulnérables, vos obligations également. Donc, on parlera de beaucoup de choses. Donc là, effectivement, il ne faudra surtout pas hésiter à interagir. Et nous terminerons aussi sur un versant qui nous concerne, puisque ce sera Horizon Santé Travail, donc nous-mêmes, puisque nous sommes vraiment à vos côtés pour vous accompagner dans cette période de crise sanitaire. Donc, on vous dira un petit peu quelles sont nos missions spécifiques par rapport à cette crise du moment. Les intervenants seront les suivants. Il y aura le docteur Karine Durand qui est actuellement à l'affiche et donc je lui laisserai la parole dans juste une slide. Il y aura également Cécile Texera qui est infirmière de santé au travail, Bruno Mencier qui est notre responsable hygiène, sécurité et environnement et moi-même Mathieu Bouchard qui suis ergonome. Un merci aussi au docteur Karine Gémil puisqu'elle nous a aidé à réaliser ce support, donc merci à elle. Et aussi Nathalie qui a également participé à ce support, Nathalie Lotte, et qui sera, elle, dédiée spécifiquement au chat, et elle est technicienne hygiène, sécurité et environnement. Donc, beaucoup de monde pour vous, donc n'hésitez surtout pas. Un dernier remerciement pour le docteur Humed et la FOMETRA, puisque nous avons, pour 3 d'entre nous, suivi une formation qui s'appelle « Référent Covid en entreprise » et qui nous a permis de nous faire ce support, puisque nous utiliserons certaines de leurs illustrations, certaines de leurs certaines de leurs informations. Donc, on remercie le docteur Rumed pour ça. Sachez effectivement que ce support est valable aujourd'hui à l'instant T et qu'il sera éventuellement modifié puisque ça va dépendre des nouveaux protocoles sanitaires qui vont peut-être arriver dans le futur. Donc, restez-vous vigilants en veille par rapport aux nouvelles réglementations et nouvelles obligations. Je te laisse la parole, Karine. À toi de parler. Bien, bonjour à tous. Merci d'assister à ce webinaire sur donc quel est le rôle et comment on peut vous aider en tant qu'employeur face donc à cette émergence de ce virus qui est arrivé il y a à peu près maintenant 1 an. On va bientôt fêter, si je peux dire, l'anniversaire de l'émergence du SARS-CoV-2. Donc, on va, dans un premier temps, effectivement, aborder quelques notions sur la Covid-19 pour vraiment rentrer dans le sujet de ce contexte sanitaire. Alors, évidemment, aujourd'hui, depuis bientôt 1 an, le monde est confronté à l'émergence d'un nouveau virus et sa caractéristique, c'est qu'elle est la situation sanitaire est dans une situation d'une extrême gravité face à l'expansion mondiale de ce virus. Alors, c'est pas la première fois, évidemment, que l'histoire connaît des épidémies. L'histoire a connu, à travers de nombreux siècles, des épidémies. La plus ancienne daterait d'ailleurs de 3000 ans avant Jésus-Christ. Je pourrais vous citer la peste noire au XIVe siècle, mais également la grippe espagnole en 1918, qui, il faut le savoir, a été véritablement une pandémie avec près de 50% de la
de la population, 5% de la population mondiale qui aurait entraîné donc des décès. Lorsqu'on parle de pandémie, c'est véritablement la caractéristique de la propagation mondiale d'une nouvelle maladie. On pourrait citer également le VIH, la tuberculose, et puis donc depuis un an, l'émergence de ce coronavirus. Quelques chiffres qui viennent d'une source que je vous invite à consulter régulièrement. Elle est mise à jour quotidiennement. Elle provient donc d'une université américaine qui se trouve dans l'État de Maryland, l'University Hopkins, St. John's Hopkins University, qui est véritablement une source de référence aujourd'hui du point de vue médical. Au 17 novembre 2020, près de 55 millions de personnes ont été testées testées positives à la Covid-19, avec près de 1 328 000 personnes décédées. Le slide suivant est une cartographie de ce que vous pouvez voir sur ce site qui montre bien entendu une cartographie mondiale avec cette expansion et cette émergence de ce virus. Sur la gauche, vous voyez le nombre de cas par pays et puis le nombre de décès sur votre droite avec l'ascension des cas cumulés depuis à peu près le début de l'année. Il était bien entendu important que je vous relate les chiffres de la situation en France, dont la source est Santé publique France. À la date donc du 16 novembre, nous avons 1 991 233 cas confirmés, avec un taux de positivité des tests, alors essentiellement les tests PCR, mais on va y revenir bien entendu sur cette connotation des tests, de 16,4%, ce qui est extrêmement élevé, et 45 054 décès, dont 31 000 à l'hôpital. Alors, le coronavirus ne sont pas des virus inconnus. En fait, depuis plusieurs années, les coronavirus étaient présents et, a priori, on connaissait 7 coronavirus qui pouvaient atteindre l'être humain et ils étaient initiateurs d'infections assez bénignes, type des rhumes. Et puis, à partir de 2003, est arrivé un coronavirus qui s'appelle le SARS-CoV, qui entraînait donc des pneumopathies. Puis, en 2012, est arrivé le MERS-CoV, qui est entre autres une pathologie qu'on trouve au Moyen-Orient, dont l'hôte était vraisemblablement le dromadaire et qui donnait également, bien entendu, des pneumopathies. Et puis, le SARS-CoV-2 est apparu, donc historiquement, comme vous le savez, à partir à peu près du début de l'année, donc le 9 janvier 2020, ce coronavirus a pris le nom officiel désigné par l'OMS à travers donc l'historique de l'histoire provenant de la ville de Wuhan de ce fait. Donc, SARS-CoV-2, cela veut dire, c'est un acronyme anglais qui en français fait le syndrome aigu respiratoire sévère du coronavirus 2. Ce nom, donc, ce virus a été identifié en début d'année et le 11 février 2020, l'OMS a donné le nom de la maladie, la Covid-19, qui se caractérise donc, comme on va le voir tout à l'heure, par des pneumopathies essentiellement et des syndromes respiratoires sévères dans les cas les plus graves. Et cette Covid-19 signifie simplement que pour corona, parce qu'en fait, le virus a une forme de couronne, V pour virus, D pour disease et 19 pour l'apparition donc de ce virus en 2019, fin 2019 exactement. Alors, quels sont les symptômes de la Covid-19? La particularité, comme vous le savez, de ce virus, comme je vous disais, le coronavirus, il y en a plusieurs et la majorité, il donnait des infections bénignes, type plutôt un syndrome de rhinite sans gravité. La particularité, donc, c'est que les symptômes peuvent être très variés. Il peut en avoir absolument aucun, c'est-à-dire qu'on est asymptomatique. Et on peut avoir effectivement une forme paucisymptomatique ou symptomatique avec donc des signes plus ou moins graves. Alors, on peut retrouver parfois donc de la fièvre ou une sensation fébrile, de la toux, des maux de gorge, des maux de tête, des courbatures, une fatigue inhabituelle. Un des signes peut-être le plus pathognomonique, c'est-à-dire qui veut dire que lorsqu'on a ce signe-là, la probabilité d'avoir la Covid-19 est assez élevée. Les études ont montré de plus en plus effectivement la présence de ce signe, qui est donc une perte brutale de l'odorat et du goût, et ou d'ailleurs, et des troubles digestifs qui sont plutôt à type vomissement, diarrhée. On peut trouver également un signe
caractéristique d'un essoufflement, c'est-à-dire que la personne a du mal à respirer, va s'en apercevoir en montant les escaliers, en faisant un effort. Il peut avoir donc aucun signe, il peut avoir qu'un seul signe. Et les formes les plus graves que l'on retrouve donc parfois en réanimation, c'est cette caractéristique de détresse respiratoire qui va jusqu'à l'hospitalisation, la réanimation, voire le décès. La maladie de la Covid-19 se transmet donc par voie aérienne. C'est un virus qui a cette caractéristique-là, qui se transmet par le fait que à travers les gouttelettes, à travers les postillons d'une personne contaminée, donc aussi bien qui parle, qui tousse, qui éternue. Évidemment, plus les signes caractéristiques de toux et d'éternuement sont importants, plus il y a de diffusion de ces gouttelettes dans l'air et plus la contagiosité est importante, bien entendu. Mais simplement en parlant, on a un risque aussi d'être contaminé par ce virus. La maladie peut également se transmettre quand vous portez vos mains non lavées ou un objet contaminé au visage. C'est d'où l'importance vraiment, on y reviendra, de la désinfection hydroalcoolique et du lavage des mains, parce que effectivement, à travers certains réseaux, à travers le visage, nous pouvons donc être contaminés. Le virus peut survivre de quelques heures à quelques jours sur les surfaces et les objets. Et lorsque vous respirez un air contaminé, puisque ce virus est donc aérien, présent dans l'air, dans un espace clos, et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'aération pour pouvoir effectivement disperser, si je peux dire, ce virus et permettre effectivement d'éviter la contamination dans ces espaces clos où les personnes sont non masquées et qui entraînent donc cette contagiosité de façon beaucoup plus massive, voire un cluster, on y reviendra également. Alors, comme vous le savez, ce coronavirus a été donc identifié, analysé. Nous savons que c'est un coronavirus, un virus à génome ARN, et plusieurs tests permettent de l'identifier. Vous avez 3 types de tests, on va dire 3 types essentiellement aujourd'hui, voire 4. Il y a une différenciation importante à connaître entre ces tests. Il y a des tests qui permettent de détecter si l'on a eu la maladie et des tests qui permettent de détecter si l'on présente effectivement la maladie à l'instant où on réalise ce test. C'est le cas du test de référence actuellement, qui est le test qui est réalisé pour détecter le génome ARN, comme je viens de vous expliquer, par amplification génique sur prélèvement nasopharyngé. C'est celui dont vous avez certainement le plus entendu parler depuis plusieurs mois. Et il permet donc de déterminer si une personne est porteuse au moment du test. Il va quantifier la charge virale, c'est-à-dire qu'il va analyser la charge virale du virus et donc confirmer que l'on a la maladie. C'est pourquoi il ne faut le faire qu'après un moment où on a des symptômes. Plus on a de symptômes, plus la charge virale est élevée. Donc, le test va être de plus en plus fiable suivant le moment où on le fait. Donc, s'il y a des symptômes, effectivement, on dit qu'à peu près 2 jours après des symptômes, sa sensibilité et sa spécificité est vraiment bonne. Donc, on le réalise dès qu'on présente des symptômes. Lorsque l'on a été en contact avec une personne contaminée, on en reparlera juste après sur la conduite à tenir réellement en cas de sujet contact, il est recommandé de le réaliser 5 à 7 jours après avoir été en contact. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est donc que le test PCR n'est vraiment identifié pour savoir si la personne est porteuse du coronavirus. Donc, c'est un test à prioriser pour les personnes symptomatiques, les cas contacts sous condition de le faire à un délai donc que nous allons vous préciser après. Et puis, pour les personnes ayant une ordonnance et les personnels de santé, il est évident que c'est important de pouvoir être prioritaire lorsque nous présentons des symptômes pour pouvoir traiter au plus vite cette pathologie et d'autre part, eh bien d'éviter la contamination et de s'isoler. Les tests antigéniques sont beaucoup plus récents. Ils sont donc aujourd'hui en distribution dans les pharmacies, a priori, peut-être pas toutes les pharmacies encore du quartier, mais cela va bientôt arriver. Alors, ils ont véritablement une autre fonction, c'est aussi par prélèvement nasopharyngé. Eux, ils vont détecter les protéines du virus, c'est-à-dire donc les antigènes, et ils permettent donc d'être réalisés plus tôt, c'est-à-dire qu'ils sont préconisés pour les personnes symptomatiques à raison de moins de 4 jours après les symptômes. C'est-à-dire qu'une personne qui présente des symptômes depuis au moins 4 jours, il est recommandé qu'elle fasse plutôt le test PCR. Le test antigénique, il a cette notion de diagnostic en phase précoce.
L'avantage de ce test antigénique, et c'est pour ça qu'il va se développer de plus en plus, c'est qu'on a les résultats en moins de 30 minutes. Par contre, sa fiabilité, sa sensibilité, sa spécificité étant moindre par rapport au test PCR, aujourd'hui, il est recommandé, si le test antigénique est positif, de faire un test PCR pour s'assurer donc de ce résultat. Les tests sérologiques, eux, ont la caractéristique de nous permettre de savoir si on a développé une réaction immunitaire, puisqu'elle va détecter les anticorps spécifiques du SARS et non pas, comme je viens de vous expliquer, le génome ARN ou alors les antigènes. De ce fait, ils ne sont faits que pour savoir si on l'a eu, donc ils n'ont pas de lieu d'être si on présente des symptômes pour savoir si on a la COVID-19 à l'instant T. Ce n'est pas le test séro que l'on va faire. Donc le test sérologique détermine si une personne développe une réaction immunitaire. On dit à peu près que les anticorps du SARS-CoV-2 se développent au bout de à peu près 14 jours. C'est pour ça que très souvent, il faut au moins 14 jours après les symptômes pour réaliser un test sérologique. Mais plus on tarde, plus on va avoir peut-être l'augmentation des anticorps et ça sera plus fiable. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît pas la durée d'immunité exactement. On sait qu'on peut être réinfecté par la COVID-19, mais nous ne savons pas combien de temps durent donc les anticorps. C'est variable, vraisemblablement pour l'instant, d'une personne à une autre. Il y a plusieurs tests de types de tests sérologiques qui sont utilisés, les tests ELISA et les tests diagnostiques rapides et les tests diagnostiques comme on dit, les TROD, que vous trouvez essentiellement au laboratoire et qui permettent effectivement, avec une simple piqûre sur le doigt, ça ressemble un peu, pour ceux qui connaissent, au test de glycémie pour les diabétiques, c'est tout simple, vraiment une petite piqûre au bout du doigt et on obtient effectivement le résultat de ce test sérologique. Et les résultats du TROD arrivent à peu près en 30 minutes, donc c'est assez rapide, mais là aussi, si un TROD est positif, c'est-à-dire si une sérologie par TROD est positive, il est recommandé de faire un test ELISA sanguin pour s'assurer de ce résultat. Il existe également les tests PCR salivaires qui sont essentiellement, pour l'instant, proposés pour les personnes symptomatiques qui auraient du mal à supporter les prélèvements nasopharyngés, par exemple les enfants. On essaye effectivement de leur faire les tests salivaires. Eh bien, on va continuer notre partie 2. Je dois juste faire une petite manipulation pour donner la parole à Bruno Mencier qui va arriver. Donc, juste cette petite manip. Voilà, Bruno, tu peux prendre la parole. Il y a juste une petite manip, c'est pour ça qu'il y a un petit blanc. Et dès que Bruno peut déverrouiller son micro, c'est parfait. Je déverrouille. Mettre la caméra. Si vous me voyez, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, comme disait Mathieu, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On va parler un petit peu maintenant des entreprises face à la Covid-19. Le rôle de chaque employeur, de chaque salarié face au SARS-CoV-2, comme disait le médecin du travail, et face à la maladie. L'obligation de chacun. Il n'y a pas que l'obligation de l'employeur, mais aussi l'obligation du salarié. On doit tous être garant de la santé et de la sécurité, aussi bien de mes collègues de travail que des entreprises intervenantes au sein des établissements. On peut peut-être passer à l'autre slide. Est-ce que j'ai la main sur l'autre? Oui, j'ai la main. Voilà. Alors, les obligations de l'employeur et des salariés. On va pouvoir faire une immersion dans le code du travail, mais 2-3 choses à prendre en compte, vraiment 2-3 choses importantes et les rôles de chacun. On va rentrer sur la partie, la première chose, c'est l'évaluation des risques. Dans le cadre de cette pandémie, il est important de mettre à jour quelques documents pour répondre à la mise en œuvre de plans d'action et des actions pertinentes. Donc l'employeur, lui, le code du travail, il rappelle l'article 4121.1, on ne va pas faire compliqué, c'est que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité, aussi bien physique et morale, de ses salariés. Il a un rôle important. La première chose, c'est de mettre à jour le document unique d'évaluation des risques de DUR. Nous, en Horizon Santé Travail, nous avons associé un petit guide que vous pouvez, je pense, télécharger sur notre site,
c'est intégrer le risque de la Covid-19 dans le document unique. Il vient d'être mis à jour par rapport aux derniers protocoles sanitaires qui sont tombés et continuera à être mis à jour si demain le gouvernement se prononce sur un nouveau protocole. Comme je disais tout à l'heure, vous devez évaluer. Nous, ce qu'on préconise dans l'évaluation, c'est le pré-confinement, le confinement, le déconfinement. Il y a 3 choses à prendre en compte, ça c'est notre point de vue, mais pour bien répondre aux protocoles sanitaires qui sont sortis, de prendre ces 3 étapes. Une fois qu'on a pris ces 3 étapes, eh bien, les mesures nécessaires pour éviter au maximum le risque d'exposition aux propagations du virus. On vous a mis quelques exemples. L'important, c'est l'information et la sensibilisation. C'est la première chose. Je dois informer, sensibiliser. Déjà dans le pré-confinement, l'objectif, c'est attention, les risques associés à cette pandémie et au SARS-CoV-2. Quelques exemples, comme vous pouvez constater, c'est l'organisation du travail. Ça a chamboulé un petit peu nos méthodes de travail en termes de santé et de sécurité. Ça nous a aussi réorganisé le travail. L'importance d'avoir des flux pour respecter les règles de distanciation. Si vous connaissez bien le protocole qui sont téléchargeables sur le site du ministère, la première chose, c'est de respecter les règles de distanciation. On verra ça ultérieurement. Comme disait le docteur Durand, gestion et suivi des installations. On fera un point aussi sur les installations, les ventilations. Beaucoup de questions. Est-ce que je clim, je ne clim pas, comment je ventile, etc. Quelque chose qui est très important aussi, c'est les moyens de protection, les masques et les écrans de séparation des postes de travail, les mesures collectives que vous allez mettre en œuvre, mais aussi les mesures préventives, type individuel, à mettre en place. Et puis, quelque chose de très important, c'est la désinfection et le nettoyage des locaux de travail. Quelque chose de très important, l'employeur doit veiller, c'est surtout ce mot-là qui est très très important, veiller à l'adaptation constante de ces mesures. Quoi qu'il en soit, il va être garant d'établir des mesures de prévention, il va être garant de les faire respecter. Voilà. Un petit chapitre sur les mesures de prévention qui en découlent, sur l'actualisation du DER. Ça, c'est la première étape qu'il faut mettre en place. Doivent être portées à la connaissance des salariés. Vous mettez à jour votre document d'évaluation, l'obligation de l'employeur, il communique et il va associer dans cette démarche les instances représentatives, le CACT, enfin le CSE et le service de santé au travail, son médecin et si possible l'équipe pluridisciplinaire. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a une question. Voilà, vous pouvez le télécharger. Il a été mis à jour la semaine dernière sur les dernières informations du protocole. L'obligation de l'employeur, comme le disait tout à l'heure Mathieu, c'est on va désigner un référent Covid. Ça, c'est une obligation. Et informer les salariés, mais aussi les prestataires. On a toujours tendance à informer les salariés, les former, les sensibiliser, mais aussi lorsque les prestataires, les entreprises sous-traitantes rentrent dans votre établissement, ils ont un rôle aussi de prévention et de s'assurer qu'ils ont bien été sensibilisés aux gestes barrières, y compris les intérimaires, les clients, les fournisseurs. C'est-à-dire toute personne qui rentre dans les établissements liés à la COVID, liés au SARS-CoV-2 doivent être sensibilisés et surtout informés sur les mesures de prévention liées à la COVID-19. Un point important sur la conduite à tenir en cas de symptômes ou de contagion. On va sensibiliser, mais aussi on va rappeler les règles qui sont liées au protocole, qui sont liées dans les textes, de rappeler les risques de la contagion. On va rappeler aussi les gestes barrières, les mesures d'hygiène dans l'entreprise. C'est indiqué dans votre document unique. On fait simple, avec des distanciations physiques de moins 1 mètre, d'hygiène des mains, quelques exemples, le port du masque dans les lieux collectifs. Les bureaux partagés, on a toujours tendance aussi à oublier les véhicules, je me déplace, et les salles de réunion. Les flux de circulation, on va intégrer le regroupement des salariés dans des espaces clos, réduits. On va intégrer les jauges maximales à ne pas dépasser. Quelque chose de très très important dans vos installations, c'est de mettre en place une signalétique apparente pour informer. Et puis, souvent c'est dans le sens des flux, entrée-sortie, mais aussi le port du masque, c'est ce qu'on intègre souvent en entreprise. Et un point important sur la désinfection, on verra ça ultérieurement. Un petit rappel, le port du masque ne remplace pas les autres gestes barrières. C'est important, c'est tout un ensemble qui va fonctionner. C'est un angle où une partie des gestes barrières, une rupture, pardon, sur une partie des gestes barrières, le système ne fonctionnera pas.
On va rédiger aussi dans votre document unique, il faudra intégrer une procédure de prise en charge rapide des personnes symptomatiques et puis prendre aussi des mesures adaptées pour les personnes vulnérables si l'employeur est informé. Vous devez intégrer tout ça dans votre document unique. On préconise de le mettre à jour assez rapidement. Et puis à partir de là, vous dirigez vers votre, si vous avez besoin de conseils, de vous diriger vers votre service de santé au travail et qui enclenchera des accompagnements sur la mise à jour de votre document unique et aussi sur les obligations de l'employeur. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas que l'employeur. On a toujours tendance à oublier que, oui, c'est bien, l'employeur a l'obligation de résultat, mais aussi le salarié. Le salarié a des obligations qui sont liées à l'article, pareil, 4122.1 que vous pouvez retrouver sur .gouv.fr. Et les textes sont clairs. C'est tout un ensemble. Si l'employeur met en place une démarche de prévention structurée, le salarié doit s'adapter et doit apporter les corrections. Il incombe, et je vous rappelle le texte, il est simple, il incombe à chaque salarié de prendre soin, comme je le disais tout à l'heure, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé, de sa sécurité, ainsi que celle des autres personnes concernées par ces actes ou omissions au travail. Je vous lis parce que c'est simple, c'est que quoi qu'il en soit, il doit respecter les règles de prévention que l'employeur a mises en œuvre dans son établissement. Un respect des consignes de sécurité collective et individuelle, comme je le disais, des instructions, des informations reçues, des mesures d'hygiène, des situations d'urgence. Quoi qu'il en soit, le salarié, il doit aussi s'adapter à proposer des pistes d'amélioration. À titre d'exemple, si la protection collective est mal adaptée, il peut apporter des solutions vers son employeur et ensemble, ils vont adapter, ils vont corriger ces anomalies. Voilà, c'est ce que vous devez intégrer dans votre document d'évaluation des risques professionnels et faire participer. C'est une équipe au complet, y compris l'employeur, qui permettra de faire fonctionner la démarche de prévention. Donc, comme on disait tout à l'heure avec Dr Durand et puis Mathieu, le protocole national. Depuis le mois de mai, beaucoup de documents sont sortis et ce qui est très très bien fait, c'est que à chaque fois que le gouvernement se prononce, on a une mise à jour du protocole national. Ça, c'est la référence en termes d'exposition au SARS-CoV-2 et des mesures préventives que l'employeur va mettre en œuvre. Ce sont des guides qui sont vraiment très très bien faits, qui sont facilement applicables en entreprise. L'objectif du protocole, alors ça, vous pouvez télécharger le dernier protocole qui est sorti le 13 mai, celui d'octobre, celui de septembre, celui du 31 août, puisque vraiment le premier qui est sorti en avril et en mai, il a été figé vraiment au 31 août. C'est devenu notre biblio protocolaire. On doit assurer la santé et la sécurité, comme je disais tout à l'heure, face à l'épidémie de la Covid-19. Il est actualisé le 13 novembre 2020. Il est moins épais puisque les employeurs ont déjà mis en place des actions de prévention dans leur établissement, avec les services de santé au travail, y compris avec les membres du CSE, mais aussi juste derrière, il va être corrigé en fonction aussi comme disait Mathieu, des annonces du gouvernement, notamment, je pense, demain soir ou au début de la semaine prochaine. Pourquoi ils nous ont créé ce document qui est très bien fait? Parce que c'est l'instauration d'un nouveau confinement. À chaque fois, on va corriger ce que vous avez mis en place. Des fois, ce ne sont pas des choses compliquées. L'exemple du premier confinement, on avait des jauges sur 4 mètres carrés. Aujourd'hui, au moins 4 mètres carrés. Et aujourd'hui, on a au moins 1 mètre carré par établissement. Il est établi par le ministère du Travail et ce sont des normes sanitaires qui sont applicables en entreprise. Ce sont des documents qui sont très simples à mettre en œuvre. Ça demande des petits moyens, c'est-à-dire en équipe, de pouvoir construire la démarche de prévention dans votre établissement. On revient sur ce qui change par rapport à l'actualisation, comme je disais, des protocoles du 16 et du 29 octobre. Le télétravail à 100% est la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent. Ça, c'est très important. On va inciter à l'utilisation de l'application Tous Anti-Covid. Pour ceux qui l'ont téléchargé, c'est quelque chose aussi qui est très très bien fait. Les réunions en audio, en visio, deviennent la règle, comme aujourd'hui, nous sommes en visio. C'est vrai qu'on aimerait retourner en présentiel, mais pour l'instant, on est en visio, sauf pour des cas exceptionnels. Le port du masque, obligatoire.
attention à ce mot obligatoire, c'est l'obligation. L'employeur a un rôle important, comme je le disais, d'obligation de résultat. Si vous avez une signalétique bleue, on verra plus tard, c'est l'obligation de le porter dans le lieu clos et collectif. Les moments de convivialité sont suspendus, malheureusement, dans le cadre professionnel. Et l'employeur peut organiser des dépistages à sa charge avec les salariés volontaires dans le respect du secret médical. On a rajouté, le salarié n'est pas tenu de transmettre les résultats à son employeur. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui n'ont pas encore construit leur démarche de prévention, on les conseille vivement de prendre le premier protocole qui est sorti au mois de mai et d'aller sur le site du ministère et on peut vous envoyer les liens si vous voulez. Et puis au fil de l'eau, une fois que vous aurez construit votre démarche, il y a juste des petits correctifs à apporter de ce que vous avez construit. Et d'intégrer ces protocoles, comme je le disais tout à l'heure, dans votre document d'évaluation des risques avec la fréquence, la gravité et la mise en œuvre du plan d'action. Voilà pour cette partie-là. Sur cette partie-là, sur l'information, comme je le disais, chaque entreprise applique dans le cadre de son obligation ses recommandations en matière de santé au travail. C'est vraiment la phrase qu'il faut prendre en compte. Certes, on n'est pas parfait partout, mais c'est de l'évolution au quotidien. Il appartient aussi à l'employeur. On va parler des obligations de l'employeur sur celui du salarié. On peut mettre à jour le règlement intérieur, mais aussi par note de service, qui doit être porté à la connaissance de tous. De bien préciser que le document unique, comme disait Mathieu, est à la disposition des salariés, mais aussi il doit être communiqué sur ses mises à jour, en privilégiant le dialogue social, les modalités, comme c'est indiqué, permettant la mise en œuvre des mesures barrières. C'est vraiment un document de référence, un référentiel qui va vous permettre de construire votre démarche de prévention dans le cadre du SARS-CoV-2 et pour éviter toute rupture de gestes barrières. On vous a mis le lien juste en dessous. Vous pouvez avoir accès à tous les protocoles de leur création jusqu'à leur mise à jour au 13 novembre. Merci Bruno. Et effectivement, on vous invite vraiment à rester en veille par rapport à ce protocole national qui est vraiment susceptible d'évoluer très prochainement. Donc vraiment, soyez vous vigilants par rapport à ça. Et donc, il faudra ajuster si besoin. Je vais laisser la parole à Cécile Texera, notre infirmière de santé au travail, maintenant. Bonjour à tous. Moi, je vais aborder les mesures de prévention des salariés. Donc, c'est des choses qui nous parlent, hein, puisque ça fait, comme disait Dr Durand, bientôt 1 an que nous sommes avec la Covid. Mais des petits rappels sont toujours nécessaires. Donc, plusieurs mesures. La première, c'est la distanciation physique. Donc, tout le monde le sait maintenant, hein, qu'il est important de garder une distance entre deux individus d'au moins 1 mètre. Après, 2, c'est même mieux. Cette distanciation physique, ça fait partie des gestes barrières et en aucun cas, c'est pas parce que je m'éloigne d'une personne que je peux retirer mon masque. Ça ne se substitue pas au port obligatoire, hein, comme le disait Bruno, cette notion d'obligatoire du port du masque. Attention, justement, petit point de vigilance sur tout ce qui est prise des repas, pause café entre collègues. Vous faites partie peut-être d'entreprises avec des restaurants d'entreprise qui sont encore ouverts. Bon, il y a des mesures qui ont été mises en place, mais c'est vrai que voilà, par logique, pour boire son café ou pour manger son plat, on retire le masque. Souvent, il y a cette notion de temps aussi, plus de 15 minutes pour prendre un repas ou un café entre collègues. Je retire mon masque et donc du coup, si je ne maintiens pas cette distanciation physique en plus, je m'expose à un risque de contamination. Le deuxième point, c'est tout ce qui est mesures d'hygiène. Donc, c'est des mesures en plus qui vont permettre de limiter le risque de transmission du virus. Donc, ça arrive vraiment en complément du port du masque et de la distanciation physique. Il y a notamment se laver régulièrement les mains. On reviendra un petit peu plus tard sur les deux techniques possibles de lavage des mains. Lorsque je tousse, c'est dans mon coude où je me couvre le nez et la bouche.
J'utilise des mouchoirs à usage unique. Donc, je l'utilise, je l'élimine. C'est pas je l'utilise et je le mets dans ma poche pour le jeter plus tard. C'est vraiment je l'utilise et je l'élimine immédiatement. Et on évite encore de tout ce qui est embrassade, se serrer la main. On évite de se toucher. Petit aparté sur les masques, parce que ça aussi, on commence un peu à se faire aux différents types de masques qui existent. Donc, 3 types. Le masque FFP2, qui est essentiellement réservé aux professionnels de santé. Les masques chirurgicaux, bon, voilà, jetables, qu'on ne présente plus. Et les masques grand public, donc c'est les masques en tissu. Donc, ce n'est pas les masques artisanaux que vous avez pu coudre chez vous. C'est vraiment des masques qui doivent être normés avec donc la norme AFNOR SPEC S66001. Donc, cette norme et en plus qui doivent être accompagnées d'une notice, notamment pour tout ce qui est consigne de lavage, nombre de lavages possible pour ce type de masque. Donc, on rappelle, le port du masque, il est obligatoire sur tout ce qui est espace clos et partagé. Si j'ai plusieurs collaborateurs dans un bureau ou dans une salle de réunion, lorsque je suis en bureau individuel dans ma société, si je suis seule, si le collaborateur est seul dans son bureau, le masque n'est pas obligatoire. Il y avait eu au mois de septembre une tolérance du retrait du port de masque dans les open space notamment, où c'était un peu vague, on tolérait que le salarié puisse retirer son masque, mais il n'y avait pas trop de notion de durée. En tout cas, ça a été totalement éliminé et pas remis dans le protocole. Donc, c'est vraiment maintenant obligation du port de masque en open space. C'est vraiment autorisation du retrait si je suis seule à mon bureau. Comment ajuster son masque? On voit encore beaucoup dans notre vie quotidienne, que ce soit dans les transports en commun ou quand on va faire ses courses. On voit encore des gens qui mettent le masque sous le nez ou ça ne prend pas bien le menton. Donc, c'est vraiment, j'applique mon masque avec donc, les élastiques derrière les oreilles de façon à prendre nez, bouche et menton. Parfois, on l'oublie de bien ajuster la barrette nasale, mais on peut également faire tout le long de la barrette au niveau des joues aussi, parce qu'on entend, et c'est une réalité, pas mal de personnes qui portent des lunettes avec de la buée sur les lunettes. Et c'est une manière aussi de faire la perméabilité, donc d'éviter qu'il y ait un peu plus de buée sur les lunettes. C'est vraiment de faire toute la perméabilité avec cette barrette nasale et au niveau des joues. Voilà, c'est ce que je disais, de bien assurer l'étanchéité au niveau nez, bouche et menton. Et voilà, et une fois que mon masque est bien ajusté, je n'y touche plus. Donc, nos équipes d'Horizon Santé Travail ont fait un tutoriel qui est disponible. Voilà, on va vous mettre un petit extrait de ce tuto, donc sur comment porter un masque chirurgical. Je vais te demander juste de couper ton micro pour éviter les parasites. OK. Ce tuto a pour objectif de vous montrer comment positionner et ajuster un masque chirurgical. Comme vous le savez, avant de le positionner sur le visage, vous devez impérativement vous laver les mains avec de l'eau et du savon et les essuyer avec du papier à usage unique. Néanmoins, si la situation ne le permet pas, utilisez une solution de gel hydroalcoolique. Première étape, sortir le masque de sa boîte d'emballage en le tenant par un élastique. À partir de ces différentes étapes, nous allons vous expliquer comment positionner un masque chirurgical. Vous allez prendre le masque par les 2 élastiques. Attention, il existe un envers et un endroit. La couleur bleue doit être positionnée à l'extérieur et non vers l'intérieur. Pour bien positionner le masque, les plis doivent être situés vers le bas et le fil métallique positionné vers le haut. Parfait! Vous avez réussi la première étape avec brio. Le masque est dans le bon sens.
Deuxième étape, positionnez le masque sur le visage. Tenez délicatement le masque par les deux élastiques, puis étirez-les légèrement. Vous allez poser, en tirant doucement sur les élastiques, la partie haute du masque sur le nez et vous allez placer les élastiques derrière les oreilles préalablement dégagées. Puis, vous allez recouvrir le menton en tirant légèrement le bas du masque avec les doigts. Attention, ne le tirez pas brutalement sous peine de décaler la position du masque sur le nez. Troisième étape, ajustez le masque pour être bien protégé. Cette étape est cruciale. Elle permet d'assurer l'étanchéité du masque sur le visage. Vous allez utiliser les deux index, les positionner sur le fil métallique situé sur la partie haute du masque, puis vous allez rechercher le creux des narines. Lorsque le creux des narines est repéré, vous allez appuyer sur le fil métallique en exerçant avec les deux index une pression constante. Quatrième étape, vérifiez l'étanchéité du masque. Vous allez souffler légèrement à l'intérieur du masque. Si vous sentez des fuites d'air ou si vous observez de la buée sur les lunettes, c'est que l'étanchéité n'est pas parfaite. Vous devrez refaire la manipulation de façon à vous assurer de l'étanchéité. Vous voilà maintenant protégé. Voilà, donc vous avez pu reconnaître Bruno, qu'on remercie pour cette vidéo très, très regardée. Alors voilà, donc pour revenir sur l'efficacité du port du masque, c'est vrai que voilà, c'est bien de faire un petit rappel sur le niveau de protection. Là, ce schéma, il vous montre à la fois que la distanciation physique est nécessaire, mais également le port du masque lorsqu'on est deux interlocuteurs. Si par exemple, je suis porteur de la Covid-19, je ne porte pas de masque et que l'interlocuteur ne porte pas de masque non plus, même si on a une distance d'1 mètre, le niveau de protection, il est de 0. Si un des deux interlocuteurs, donc celui qui n'est pas malade, porte le masque, malgré cette distance, on est moyennement protégé parce que, je vous le rappelle, quand vous portez votre masque, vous protégez les autres, mais voilà, vous ne vous protégez pas vous-même. C'est pour ça qu'on gagne un petit peu en niveau de protection si c'est la personne malade qui porte son masque et que vous n'en avez pas. Après, voilà, on est d'accord que la règle pour un niveau de protection de 100%, c'est vraiment 2 personnes qui portent leur masque avec cette distance au minimum d'1 mètre. On parle souvent voilà, de rupture des gestes barrières. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut vous aider. On en reparlera aussi dans la gestion des cas Covid, mais voilà, pour identifier qui a été cas contact dans votre entreprise d'un cas avéré positif. Qu'est-ce qu'on appelle la rupture des gestes barrières? C'est quand la contamination est donc possible parce qu'on n'a pas respecté la jauge maximale d'une salle. Par exemple, voilà, une salle de réunion qui est prévue pour 5 personnes et on était à 8 dedans. Et que du coup, la distanciation physique n'a pas été respectée, parce que quand on a calculé les jauges des salles, c'était en fonction des mètres carrés. C'est aussi une discussion en face à face avec une personne qui n'avait pas de masque ou les 2 personnes qui n'en portaient pas et que la distanciation physique, même si la distanciation physique d'au moins d'1 mètre était présente, c'est une absence ou une mauvaise hygiène des mains. C'est aussi une absence de désinfection des matériels. Alors, voilà, on pense souvent bureau, clavier, le téléphone, mais c'est également les poignées de porte, les interrupteurs. Donc, Bruno reparlera de tout ce qui est nettoyage, désinfection pour les locaux dans les entreprises. Et pareil, défaut d'aération ou de ventilation, pareil, il y aura un focus sur ventilation et aération par Bruno. Donc, l'hygiène des mains, c'est vrai que bon, ça fait parfois un peu sourire. On pense que tout le monde sait bien se laver les mains. Et en fait, c'est vrai que c'est bien de le rappeler. Donc là, c'est pour le lavage des mains, voilà, eau et savon.
Alors, avant de prendre une dose de produit, je me mouille les mains. Il faut vraiment se mouiller les mains avant d'aller prendre du savon. On voit parfois des personnes prendre le savon directement, mais c'est important de se laver les mains avant de prendre du savon. Et puis après, voilà, d'aller frotter vraiment les deux paumes, l'intérieur, surtout l'intérieur aussi des doigts, entre les doigts. Bien faire les pouces, hein, puisque voilà, l'espace interdigital est plus large. On peut également aussi faire les ongles. Et moi, ce que je préconise aussi en plus, c'est d'aller faire un petit tour de poignet. Et c'est vrai que pour un lavage des mains optimal, c'est bien de retirer ses bijoux, que ça soit bague et montre. Un lavage de mains, c'est pas je fais bien tout ce qu'il faut, mais en 5 secondes. Un bon lavage des mains, c'est de 20 à 30 secondes. Pour vous donner une petite idée, c'est la chanson Joyeux anniversaire chantée une fois. Donc, c'est assez long quand même. Hein. Donc là, c'est le lavage des mains pour le gel hydroalcoolique. Alors, pareil, le gel hydroalcoolique, il faut vraiment se dire que c'est du dépannage. Le gel hydroalcoolique, c'est très bien quand on n'a pas de point d'eau à disposition. C'est-à-dire que chez soi, à la maison, on n'a pas de raison de faire du lavage de main par gel hydroalcoolique. Voilà, on a de l'eau et du savon. Donc, c'est vraiment à privilégier quand on n'a pas de point d'eau disponible. Donc, transport, sortie à l'extérieur, courses, magasin. C'est pareil, hein, je prends une dose dans la paume de la main. Et puis, on frictionne, hein, c'est un peu le même principe, hein, les paumes, les doigts, les ongles. Et puis, on peut également faire une friction hydroalcoolique au niveau des poignets. Faut savoir aussi que au-delà de 5 lavages des mains avec du gel hydroalcoolique, ça devient inefficace. Donc, si je me suis lavé les mains 5 fois d'affilée avec du gel hydroalcoolique, il faut qu'à la 6e fois, j'aille me laver les mains avec de l'eau et du savon. Sinon, ma 6e, ma 7e, ma 8e hygiène des mains sera inefficace. Mathieu, c'est à toi. Oui, c'est à moi, effectivement. Donc, nous venons d'aborder tout ce qui était mesures d'hygiène, mais il faut aussi prendre en considération les mesures organisationnelles. Ça fait partie de vos obligations en tant qu'employeur. Et le document de l'INRS, dont je vous ai mis le lien ici, est assez bien fait et il vous donne différentes dimensions à prendre en compte quand on parle de mesures organisationnelles. Ils sont affichés ici. Je vais donner après quelques exemples, mais effectivement, il dit que vous devez mettre en place des mesures par rapport à la circulation dans l'entreprise. C'est tout ce qui est flux de matière, mais également les flux de personnes. Ça va concerner aussi les horaires de travail, etc. Des éléments sont aussi à prendre en considération concernant les lieux sociaux, les cantines, les toilettes, les vestiaires, les machines à café. Qu'est-ce que l'employeur va mettre en place par rapport à ces lieux sociaux? Est-ce qu'on va mettre une fermeture de certains de ces lieux? Est-ce que l'on va mettre un affichage? Est-ce qu'on va mettre en place des jauges? C'est toutes les questions que vous devez vous poser en tant qu'employeur par rapport à ces lieux sociaux. Et l'INRS explique ça également plus en détail si vous allez consulter ce lien-là. Les déplacements professionnels, est-ce que j'utilise un véhicule personnel? C'est préférable. Est-ce que j'utilise un véhicule professionnel, mais dans ces cas-là, est-ce qu'il est partagé ou pas? Dans ces cas-là, est-ce que je mets aussi en place du nettoyage? Qu'est-ce que je nettoie? Toutes ces questions sont à prendre en compte. Un petit focus peut-être particulier aussi sur les risques psychosociaux. Aujourd'hui, nous avons mis en place, tout le monde a mis en place des nouvelles organisations du travail pour faire face à la pandémie, à la crise sanitaire et pour enrayer la propagation du virus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à fonctionner en mode dégradé. Parce que, par exemple, on a le télétravail à 5 jours sur 5 pour certains d'entre vous. Donc ça, ce n'est pas des conditions habituelles de travail, ce qui peut créer de l'isolement ou de l'hyperconnexion. Mais également sur site, on peut être en sous-effectif, on peut avoir une surcharge de travail. Donc tout ça, finalement, peut induire des risques psychosociaux. Et ça, c'est essentiel à prendre en considération pour vos collaborateurs parce que ça peut être une source d'angoisse ou de stress. L'incertitude de l'emploi, l'incertitude des tâches à réaliser, tout ça peut être une source d'angoisse. Sachez, mais on en parlera également,
que nous avons réouvert notre cellule d'écoute psychologique. Je n'ai pas le numéro en tête, mais il vous sera affiché plus tard, où l'employeur, mais effectivement aussi vos collaborateurs, peuvent prendre contact avec nos psychologues, soit psychologues du travail, soit les psychologues cliniciens, puisque effectivement c'est une période assez tendue qui peut être assez anxiogène. Donc cette cellule-là est à votre disposition. Et nous avons également des spécialistes qui vous proposent de vous accompagner sur les risques psychosociaux. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter par rapport à cette dimension-là qui peut être un petit peu plus difficile pour vous à appréhender, mais on est évidemment aussi à votre disposition pour toutes les autres dimensions. Le télétravail aussi, finalement, a été mis en place pour beaucoup d'entreprises puisque le télétravail est la règle autant que possible, le télétravail à 100%. Et nécessairement, il y a des contraintes qui apparaissent puisque l'environnement de travail n'est pas forcément adapté. C'est une nouvelle organisation qui peut créer un sentiment d'isolement, un sentiment aussi, ou même de l'hyperconnexion. On est tout le temps connecté à regarder ses mails, par exemple, ça peut arriver. Donc, le télétravail est aussi une dimension à prendre en considération. Et tout ça, effectivement, vous allez le mettre dans votre document unique d'évaluation des risques. Deux autres dimensions, le travail en horaire décalé et le travail de nuit sont un petit peu liés, c'est-à-dire qu'on vous demande en tant qu'employeur d'allonger les temps d'ouverture de votre site pour que les personnes puissent arriver en décalé. Donc, ça peut créer des horaires donc, atypiques et ça va devoir être pris en compte dans votre plan de continuité d'activité et aussi dans votre document unique. Donc, vraiment des éléments à prendre en considération et je vous invite à aller consulter le site de l'INRS qui détaille ça plus en détail. Si on donne quelques exemples par rapport à ces dimensions que j'ai pu vous présenter, on va vous demander, autant que possible, d'avoir un sens unique de circulation avec marquage au sol. On va vous demander de nettoyer régulièrement les rampes d'escalier parce qu'il faut continuer à tenir la main courante. Certes, c'est un risque de toucher une surface contaminée, mais derrière, on nettoie la rampe, mais aussi on se nettoie les mains régulièrement. C'est les gestes barrières qui doivent être priorisés parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'il y ait un risque de chute dans les escaliers. On va réorganiser les horaires avec tout ce qui est flux d'entrée et de sortie. On va afficher et faire respecter les jauges maximales à ne pas dépasser, que ce soit dans les ascenseurs, dans les salles de réunion. D'ailleurs, dans les salles de réunion, on va plus laisser les portes ouvertes. Comme ça va éviter à chacun, systématiquement, quand il va rentrer ou sortir, de toucher les poignées de porte, etc. Nous allons aussi mettre en place un affichage des mesures barrières au point clé. Ce que vous a présenté Cécile avec comment je me lave les mains, comment j'utilise le gel hydroalcoolique, tout ça, ce sont des éléments que vous pouvez, d'une part, envoyer à vos collaborateurs sur leur boîte mail, mais aussi afficher au point clé. Ça peut être au niveau de la pointeuse, ça peut être au niveau du photocopieur, ça peut être au niveau du distributeur à café ou de la fontaine à eau. C'est des points également essentiels, sanitaires, vestiaires et tant d'autres. Pensez aussi à votre plan de prévention avec les sociétés de nettoyage. Peut-être que vous devez mettre en place un plan spécifique pour organiser la désinfection des locaux. C'est également un point à prendre en considération avec la société de nettoyage. Normalement, ils sont assez habitués maintenant, donc ils peuvent vraiment vous accompagner dans cette démarche. Si je donne encore d'autres exemples, on va aménager les horaires pour les temps de restauration. Plutôt que d'accorder 1 heure de pause, on va peut-être l'allonger ou en tout cas faire des cycles, des groupes, dire voilà, tel groupe c'est plutôt entre telle heure et telle heure et l'autre groupe entre telle heure et telle heure pour éviter l'afflux de personnes dans un même temps et dans un même lieu clos. Et ça, c'est des points qui vont être aussi à réfléchir. C'est tout ce qui est environnement de travail et les bureaux. De préférence, on va vous demander d'avoir des bureaux individuels. Comme ça évite tout ce qui est partage d'outils. Ce n'est pas toujours possible. Par contre, dans ces cas-là, on va partir sur des bureaux, donc ça va être des bureaux partagés, mais on va essayer d'attribuer des bureaux fixes pour chaque collaborateur. On a des entreprises qui sont en flex office, donc cette réflexion doit être menée pour savoir comment je vais faire pour qu'il y ait le moins de partage d'outils. Il faudra aussi envisager la distanciation physique, le nettoyage éventuellement du clavier, de la souris, l'aération des locaux, etc. Pensez aussi à vos intervenants extérieurs, puisque effectivement, eux vont venir et ils n'ont pas forcément connaissance de votre PCA, de votre protocole de continuité d'activité. Donc, c'est à vous, en tant qu'employeur, de les informer en amont du protocole qui a été mis en place. Comme ça, lui, c'est les mesures qu'il doit respecter quand il vient dans vos locaux. Après, et c'est ce que nous recommandons aussi, c'est que
une personne l'accompagne pour s'assurer du respect des consignes de prévention à mettre en place. Ces quelques mesures organisationnelles, il y en a évidemment d'autres, elles sont indiquées sur le guide de l'INRS, elles sont également indiquées dans le plan national pour assurer la santé et la sécurité de vos collaborateurs en entreprise. Je vais laisser la parole à Bruno sur la partie ventilation, puisqu'il est bien plus calé que moi sur ce sujet-là. Le temps que je remette le micro, voilà, j'espère que vous m'entendez tous. Voilà, oui, comme dit Mathieu, beaucoup de questions. Il y a une question qui est posée sur le chat, je vais y répondre. Je pense que Nathalie a peut-être répondu. Beaucoup de questions depuis on va dire, la reprise d'activité du mois de la sortie du déconfinement sur l'aération et la ventilation des locaux de travail. La première chose, bon, on va rester dans le protocole et après on va sortir du protocole. On doit aérer régulièrement toutes les 3 heures les pièces fermées pendant environ un minimum, je vais dire 15 minutes. Ils se sont positionnés dernièrement, c'est en période hivernale, même en période hivernale. Même en période hivernale, il faudra ventiler au minimum pendant 15 minutes pour les espaces de travail qui ne possèdent pas de centrale de traitement d'air, qui ne possèdent pas de ventilation mécanique, VNC, etc. On va faire un point sur la dilution du SARS-CoV-2 dans l'environnement de travail. Trois choses importantes à prendre en compte. En période estivale, est-ce que je clim? Je clim pas. En période hivernale, avec les splits réversibles, comment je gère cette situation? Énormément de questions et de positionnement. Les génies de la climatisation se sont positionnés au mois de juin, c'est clair. Ils se sont positionnés au mois de juin et ils ont revu tous leurs documents. Dans les locaux de travail, dans les bureaux, on doit s'assurer d'un apport d'air neuf adéquat par le système de ventilation, soit par la ventilation générale, ou soit par l'ouverture des fenêtres. On doit s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de traitement d'air. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse sur une question qui avait été posée sur le chat, qui est vraiment très très intéressante, et je vais y répondre parce que on va faire une petite aparté, je vous mets une parenthèse dans le code du travail. Oui, on a l'obligation de ventiler et d'aérer les bureaux. Ça, c'est une obligation du code du travail en fonction du volume et du nombre de personnes qui sont présentes dans les installations. Pourquoi? Parce que vous allez générer des polluants, le polluant respirable, celui qui est expiré des voies respiratoires. Vous allez charger en CO, en CO2, en dioxyde de carbone, et tous les polluants, les poussières, et ce qui provoque des allergies. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc je réponds, si vous n'avez pas de ventilation, si votre ventilation mécanique contrôlée est hors service et que vous êtes dans un environnement confiné, dans le cas du SARS-CoV-2 et hors cas de SARS-CoV-2, vous devez remettre en service vos installations. Je ne répondrai pas pour la question CSCT, mais le CSCT ou le CSE a un rôle important de s'assurer que les ventilations fonctionnent. Je reviens sur la climatisation individuelle. On a beaucoup travaillé sur la climatisation individuelle. Sans renouvellement d'air neuf, ce système peut transporter des aérosols d'une zone à l'autre. Je parle des climatisations sur mobile. Je branche une climatisation mobile dans mon bureau. Eh bien, si vous n'avez pas de renouvellement d'air, vous allez enrichir l'environnement de travail en air, en polluants. Et il vous faudra un recyclage d'air, notamment les filtres de ces systèmes. Il faudra être attentif sur le type de filtre qui se trouve dans ces systèmes. Donc, nous, on ne préconise pas. Concernant la centrale de traitement d'air, la CTA, ce que nous avons dans nos bureaux aujourd'hui, point important, si elle est équipée en double flux à 100% d'air neuf, le risque de dispersion est considéré comme faible. Ce qui se passe aujourd'hui sur les CTA, ce que font vraiment, je pense à la défense, dans les tours, etc., même dans les entreprises, on va parler d'économie aussi. Il faut pas, ils boostent la CTA de 5 heures avant l'arrivée des salariés, s'ils sont la journée, de 5 heures à 7 heures, ils boostent la CTA pour ventiler. Ils ouvrent tous les volets. Vous avez énormément d'air neuf, comme chez nous, on a 50 000 m3 par locaux de travail, ce qui est énorme, pour redescendre sur une ventilation standard pendant les horaires de travail. Mais on a toujours un apport d'air neuf à 100%, ce qui est très très important. Et il rebooste le soir quand on repart.
Ça, soyez vigilants de ce côté-là. On parlera de la maintenance, j'ai oublié de mettre dans ce document. Sur le système à air recyclé, je pense au SPIT qui se trouve, vous savez, en faux plafond. Ce que vous avez, je chauffe, je refroidis, sans renouvellement d'air. Un risque subsiste si les filtres présentent des fuites ou ne sont pas suffisamment performants pour éliminer le virus. Quoi qu'il en soit, si vous avez un système là, il faudra ventiler. C'est-à-dire, la question qu'on se pose, je suis dans un bureau confiné avec une climatisation réversible sans apport d'air neuf, il faudra utiliser, dans la mesure du possible, la ventilation générale de vos locaux. En période estivale, l'usage des ventilateurs est à proscrire. Vous avez créé un phénomène de brassage d'air, donc nous, on les a supprimés. On passe les conseils en entreprise de ne pas utiliser. Et ça, vous pouvez aller sur les génies de la climatisation et le préconise aussi. Concernant l'entretien, beaucoup de questions sur l'entretien, on ne touche à rien. On s'assure que les ventilations fonctionnent, on garde la périodicité d'entretien, on ne touche à rien. Si c'est tous les 3 mois, on change les filtres tous les 3 mois. Si c'est tous les mois, on change les filtres. Vous devez être garant d'avoir un cahier de suivi de maintenance de vos installations. Pour toutes ces parties-là, vous pouvez faire appel à des entreprises certifiées, mais aussi au service de santé et de travail qui va vous conseiller sur la périodicité de la maintenance, le recyclage de l'air, etc. Voilà pour cette partie-là. Gestion des cas en entreprise. Donc, que faisons-nous? C'est à moi, Mathieu? Je ne t'entends pas, Mathieu. Effectivement, il y a eu, tu as sauté une diapo, c'est pour ça que j'ai raté quelque chose. Effectivement, on va passer la parole à Karine Durand qui va donc nous parler de la gestion des cas dans son entreprise. Alors, on va voir ce que c'est qu'un cas, est-ce que c'est un cas contact, est-ce que c'est un cas symptomatique. Donc, je vais lui laisser la parole. Alors, effectivement, certainement une partie de ce webinaire qui va vous intéresser parce que vous êtes confronté possiblement à la gestion donc de cas dans votre entreprise. En tout cas, en tant que médecin du travail, je reçois de nombreux appels d'entreprises adhérentes sur ces questions. Donc, on va essayer de vous y répondre le plus clairement, de manière la plus concise. Ce qui est important à savoir, c'est que les données qu'on va vous apporter proviennent de différentes sources. D'une part, des sources de référence médicales comme la Haute Autorité de Santé, Santé publique France, mais également donc des sources ministérielles avec le protocole vous a exposé, le protocole national du ministère du gouvernement du travail et de la santé. Donc, vous pouvez retrouver évidemment tous les logigrammes, entre guillemets, qu'on va vous présenter sur ces sites de référence. Alors, je veux bien que tu passes les slides parce qu'effectivement, merci. Première chose à comprendre, j'aimerais bien revenir sur cette notion de transmission du virus, parce qu'une fois que vous avez bien compris le mode de transmission, en fait, tout l'algorithme de la conduite à tenir face à des cas symptomatiques ou des sujets contacts est assez évidente. Les données actuelles donc nous expliquent que ce virus est transmis par gouttelette respiratoire à travers 2 personnes qui sont donc en contact étroit, ou alors il est également transmis par transmission par aérosol dans des milieux confinés, mal ventilés, non aérés, où il peut y avoir beaucoup de monde, par exemple, et puis aussi par dépôt des gouttelettes sur les surfaces. Tout à l'heure, nous avons évoqué les moyens de prévention. Là, nous allons réfléchir effectivement à la conduite à tenir un petit peu dans l'immédiateté lorsque vous êtes confronté à des cas possibles dans votre entreprise. Alors, la première chose à faire lorsqu'un collaborateur présente des symptômes évocateurs au sein des locaux, il est bien notifié dans le protocole national sanitaire que la prise en charge par l'entreprise, c'est d'isoler cette personne. Et donc, comme je viens de vous l'expliquer, pourquoi? Eh bien, parce que le but, c'est de réduire la transmission de ce virus si la personne, effectivement, va être positive au Covid. Il faut absolument donc l'isoler. L'isolement est donc une des clés, si ce n'est donc la première porte réellement de prévention à suivre. Donc, l'isolement,
protéger et rechercher les signes de gravité que peut présenter ce collaborateur. Il s'avère que la démarche est similaire si le collaborateur apprend qu'il est cas contact ou qu'un collaborateur est informé d'un résultat positif d'un test PCR alors qu'il est asymptomatique. L'idée principale, c'est évidemment de réduire le risque d'exposition de l'entourage professionnel dans le cas où ça arrive au sein de l'entreprise et lorsque c'est au sein de chez soi, de protéger son entourage personnel en s'isolant effectivement également. Un des slides qui me semble le plus important, c'est la définition du cas contact. Je vais vous reprendre peut-être la définition exacte de Santé publique France qui avait été éditée en mai 2020, qui précise donc que pour être sujet contact avec une personne donc positive porteuse de la Covid-19, eh bien, il est nécessaire d'être en face à face à moins d'1 mètre sans port de masque ou autre application des mesures de prévention efficaces. Alors, qu'est-ce que veut dire autre application des mesures de prévention efficaces? C'est donc par exemple les hygiaphones. Ce sont les séparations physiques comme les vitres, les masques chirurgicaux dont on a parlé, le masque FPP2, le masque grand public. S'il n'y a pas ces conditions-là, donc avec un port de masque mutuel des 2 personnes, donc que ça soit le masque grand public entre autres par les 2 personnes ou un masque chirurgical par au moins une personne, eh bien la personne est définie sujet contact avec les conditions, donc le contexte si je peux dire, qui va avec, c'est-à-dire être en face à moins d'1 mètre, plus de 15 minutes dans un lieu clos à moins d'1 mètre et sans port de masque, sans aération, ventilation, à l'occasion d'échanges de matériel ou d'objets non désinfectés, ou en partageant donc le même lieu de vie, par exemple la sphère familiale. C'est extrêmement important de bien retenir donc cette définition du sujet contact. C'est pas en voyant brièvement quelqu'un dans un couloir et que les 2 personnes portent un masque que l'on est sujet contact. Ça clignote un peu, j'ai l'impression, non? Ok. Donc pour s'il y a un mot-clé déjà à retenir, c'est que je suis contagieux lorsque j'ai des symptômes, mais je peux aussi l'être sans symptômes. Je vous rappelle que je vous ai expliqué tout à l'heure que cette maladie, une des particularités aussi parmi les signes cliniques, c'est qu'on peut ne pas avoir de signes cliniques et être totalement asymptomatique et être contaminé tout de même par le coronavirus. Donc l'isolement, c'est le meilleur moyen de protéger les autres. La prise en charge de ces collaborateurs, donc, c'est d'isoler la personne symptomatique, le cas contact ou la personne qui a été donc informée d'un test positif. On l'isole dans une pièce dédiée et aérée en appliquant immédiatement les gestes barrières et en gardant bien entendu une distanciation d'au moins 1 mètre avec le port obligatoire du masque chirurgical. On peut, et il est bien précisé dans le protocole, mobiliser le professionnel de santé dédié de l'établissement, c'est-à-dire s'il y a, par exemple, un médecin du travail ou une infirmière de santé au travail au sein même de votre entreprise, qui est le cas parfois dans les services de santé, par exemple d'Horizon Santé Travail, nous avons des médecins et des infirmières qui sont sur site de grands comptes, par exemple. Ça peut être aussi la mobilisation d'un sauveteur secouriste du travail formé au risque Covid ou le référent Covid dont on va vous parler ultérieurement pour vous exposer également donc son rôle. Il est bien entendu que cette personne doit avoir un masque avant d'intervenir auprès de la personne symptomatique. En l'absence de signes de gravité, on contacte le médecin du travail ou on demande à la personne de contacter son médecin traitant pour avoir un avis médical. S'il n'y a pas de signes de gravité, entre autres donc des signes de détresse respiratoire, c'est un des signes évidemment de gravité le plus important, on peut organiser son retour à domicile en évitant si possible les transports en commun. En cas de signe de gravité, on appelle le SAMU qui va définir la marche à suivre. Une fois que la personne symptomatique est bien prise en charge, vous pouvez nous contacter pour que l'on puisse vous accompagner dans la conduite à tenir pour évidemment les collaborateurs, le lieu de travail et suivre les consignes, y compris la désinfection et le nettoyage du poste de travail que Bruno vous a exposé tout à l'heure et qui s'explique par le fait donc du dépôt des gouttelettes sur les surfaces et le suivi des salariés qui ont été en contact avec le cas. S'il y a un cas Covid qui est confirmé,
Il y a plusieurs procédures, on va y revenir, mais vous pouvez bien entendu nous contacter car nous participons au contact tracing qui peut être élaboré également, bien entendu, avec l'assurance maladie suite à la déclaration du salarié Covid+. Vous pouvez également utiliser les matrices des contacts en entreprise comme le référent Covid. Vous avez bien entendu parler d'un cluster. Un cluster, par définition, c'est lorsqu'il y a plus de 3 contaminations sur 7 jours dans une entreprise. Alors, l'objectif, dans ce cas, si une entreprise est confrontée à un cluster au sein même de son entreprise, il doit alerter, l'employeur doit alerter l'ARS et l'inspection du travail. On vous a donc notifié l'adresse mail et le numéro de téléphone de l'ARS. Vous êtes invité à nous consulter, bien entendu, pour qu'on puisse vous accompagner sur toutes les mesures et les consignes à mettre en place. Il est important d'informer le CSE. On vous rappelle et on vous rappellera que, bien entendu, vous ne devez pas donner le nom des personnes qui seraient Covid+, mettre à jour le document unique et informer l'ensemble des salariés, c'est-à-dire plutôt sensibiliser fortement les salariés sur la prévention des risques de contamination, sur les mesures de gestes barrières pour essayer d'enrayer donc cette épidémie qui aurait atteint donc déjà 3 personnes au sein même d'une même entreprise. Pour éviter un cluster, si je pourrais dire, eh bien, effectivement, vous pouvez collaborer au contact tracing, c'est-à-dire aider le médecin du travail, aider l'assurance maladie à réfléchir donc aux possibles personnes qui seraient contaminées au sein même de l'entreprise, renforcer le télétravail, sanctionner le refus du masque, mais surtout, donc je vous le rappelle, vous ne pouvez pas diffuser le nom des personnes contaminées sauf accord du salarié, imposer un test de dépistage ainsi que les résultats du test, obliger un salarié à venir travailler alors que son test est positif. Lorsque on parle de test de dépistage, peut-être que vous réfléchissez au test antigénique avec les propositions donc de tests de dépistage dans les entreprises. Un décret est arrivé, donc a été édité il y a 2 jours, qui précise un petit peu ces opérations de dépistage dans les entreprises. Donc je vous invite à en prendre connaissance. Et essentiellement, effectivement, s'il y a suspicion de cluster, donc lorsqu'il y a déjà des cas dans une entreprise, ou lorsque vous êtes en entreprise où le milieu confiné est extrêmement présent, que l'aération est difficile et que ce sont des métiers, donc par exemple en contact avec le public, etc., qui amènent beaucoup de monde. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des tests antigéniques, peut-être dans les aéroports, dans les écoles, où le flux de personnes est obligatoirement important. Alors, on va aller étape par étape. Prenons l'exemple, donc j'ai été en contact avec une personne malade du Covid-19. Alors, je reprends donc avec la définition du sujet contact qu'on a établi tout à l'heure et que je vous ai exposé de Santé publique France. Il y a 2 distinguos à bien connaître, c'est-à-dire que vous êtes sujet contact parce que une de personnes qui vit sous le même toit que vous est positive, ou alors vous êtes sujet contact parce que vous avez été informé d'un collègue ou ami avec qui que vous avez vu récemment et Covid+. Ce n'est pas la même chose, donc ce n'est pas la même conduite à tenir si vous êtes en contact avec une personne qui vit sous votre même toit ou une personne qui est par exemple dans l'entourage professionnel. Si c'est dans l'entourage professionnel et que vous êtes sujet contact à risque, probablement vous allez être contacté donc soit par le référent Covid, soit par l'assurance maladie, et vous devez être bien entendu isolé. Vous devez vous isoler, soit vous faites du télétravail si c'est possible, soit vous pouvez aller donc sur le site de l'assurance maladie sur Amélie, déclareamélie.fr, qui aujourd'hui, donc depuis à peu près début octobre, si je ne me trompe, a ouvert un système de téléservice, c'est-à-dire que si vous êtes sujet contact établi par l'assurance maladie, entre autres, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir un arrêt de travail de 7 jours pour répondre donc à la nécessité d'isolement et vous l'éditez donc sur ce site et vous le transmettez à votre employeur. Donc, vous vous isolez, vous êtes sujet contact, vous devez être isolé et réaliser donc un test, entre autres un test PCR, 7 jours après donc le dernier contact avec la personne malade. Si par contre le sujet Covid
le cas index, comme on dit, est positif et vit sous le même toit que vous, eh bien, vous devez faire un test immédiatement parce que le but, c'est de réduire le plus vite possible le risque de transmission au sein de votre entourage familial et bien entendu aussi au sein de votre entourage professionnel. Donc, vous devez vous isoler immédiatement et faire un test le plus rapidement possible dès que vous êtes informé qu'un membre de votre famille avec qui vous vivez est positif. Vous vous isolez pendant 7 jours, vous faites les tests, donc soit un test immédiat dans le cas de la famille, soit un test au bout de 7 jours. Au bout de 7 jours, une fois que ce test est réalisé, s'il est négatif, vous pouvez reprendre le travail, à condition bien entendu que vous êtes totalement asymptomatique. Si par contre le test est positif, eh bien vous devez voir votre médecin pour pouvoir avoir un arrêt de travail et bien entendu s'assurer que vous n'avez pas une forme grave ou autre de la maladie. Si par contre, vous présentez des symptômes qui peuvent être des maux de tête, de la toux, de la fièvre, eh bien, vous devez vous isoler immédiatement. Vous contactez votre employeur si le matin même, vous devez vous rendre au votre travail, vous ne vous sentez pas bien et vous avez ces symptômes probables, eh bien, vous contactez votre employeur en lui précisant que vous ne venez pas travailler et que vous allez aller voir votre médecin. Vous vous isolez, vous consultez un médecin ou vous faites un test au laboratoire d'office. Si le test est positif, vous vous isolez pendant 7 jours. 2 possibilités. Pour reprendre le travail, j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure sur le slide précédent. Bien entendu, vous ne pouvez reprendre le travail au bout de 7 jours si le test était positif, sous condition que 48 heures avant la reprise, vous n'avez plus de symptômes, c'est-à-dire entre autres pas de fièvre par exemple. Sinon, vous retournez voir votre médecin pour qu'il vous prolonge parce que cela veut dire évidemment que la maladie est toujours très présente avec une charge virale élevée puisque vous avez des symptômes. Si par contre, donc, vous n'avez plus de symptômes, eh bien, vous pouvez reprendre le travail en portant un masque, bien entendu. De toute manière, c'est obligatoire au sein du milieu professionnel. Si le test est négatif au bout des 7 jours, eh bien, vous pouvez reprendre, bien entendu, le travail. Il n'y a pas d'isolement. Le cas où vous avez fait un test positif, il s'avère que vous étiez asymptomatique donc pour des raisons, par exemple, où vous avez été dans une réunion de famille et vous avez appris qu'un des membres de la famille était positif. On vous demande à ce moment-là de faire le test. Vous vous sentez très bien, vous n'avez aucun symptôme, mais il s'avère que le laboratoire vous appelle et le test PCR s'est avéré positif. Vous devez effectivement vous isoler. Même si vous vous sentez bien, vous devez vous isoler tout simplement pour éviter la transmission auprès d'autrui. Vous restez isolé pendant 7 jours et c'est le même raisonnement, bien entendu, sous condition que vous n'avez absolument plus de symptômes au bout de ces 7 jours à 48 heures, donc avant, eh bien, vous pouvez reprendre le travail ou rester en télétravail, etc. Ou alors, si vous avez des symptômes, vous devez reconsulter votre médecin. Merci. Alors, on a un peu de retard. On va essayer quand même de respecter le timing, mais on va peut-être avoir un petit peu de retard quand même. Je vais laisser la parole à Bruno qui va vous parler maintenant. J'ai raté. Je le cherche. Il est ici. Voilà. Il va vous parler de la désinfection et du nettoyage des locaux et des postes de travail. Alors, on va parler, voilà, tout ce qui est désinfection des postes de travail, nettoyage, désinfection. Dans un premier temps, comme disaient mes collègues, c'est pour les entreprises extérieures, changement de méthode de travail, c'est mise à jour aux créations des plans de prévention. Ça, c'est une obligation. D'abord, le protocole du gouvernement est clair. On doit intégrer les entreprises sous-traitantes, les intérimaires, etc. C'est que vous devez rédiger les plans de prévention, mettre à jour les plans de prévention depuis on va dire, le déconfinement. Complément de plan de prévention ou refaire un plan de prévention. Alors, je reviens sur désinfecter, nettoyer, etc. On s'est aperçu beaucoup, et le gouvernement s'en est aperçu aussi dernièrement, c'est qu'à force de désinfecter, eh bien, on va éliminer du SARS-CoV-2, mais on va oublier tout ce qui est bactéricide. Donc, tout le monde s'est repositionné. On a trouvé une solution qui accompagne les entreprises. Elle est très, très simple. On va vous l'expliquer après. Il est important de nettoyer, de désinfecter et de nettoyer les surfaces ainsi que tous les objets qui ont été touchés potentiellement contaminés.
C'est pour ça que limiter le contact, il est important dans vos entreprises. Mais si vous ne pouvez pas éliminer le contact, il faudra décliner un plan de nettoyage journalier. Comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on choisit comme produit, bactéricides, fongicides, virucides, et dernièrement, j'écoutais encore un peu les infos hier, il y a encore des confusions sur les normes des produits. Première chose, pour vous faire simple, pour limiter le risque chimique des entreprises et aussi pour les salariés qui vont désinfecter, vous choisissez un virucide normé 14476, on vous l'a indiqué. Mais vous avez des produits avec un temps de contact très court, parce qu'on s'est aperçu qu'au début du confinement, les temps de contact étaient d'1 heure, personne ne l'avait observé. On s'est posé avec les entreprises extérieures et maintenant on a des temps de contact de virucides qui sont aux alentours de 30 secondes. Ça veut dire qu'on peut accélérer le nettoyage et la désinfection et garder la méthode de nettoyage. Un point important, ils font des virucides, fongicides, bactéricides, prenez qu'un produit. C'est ce que nous avons mis en œuvre avec les entreprises extérieures. Vous avez des produits comme je ne donne pas de publicité, Bactopin Plus, plein d'autres produits qui sont virucides, fongicides. Ça veut dire que c'est un produit, c'est harmonisé pour vos entreprises de nettoyage. Il est important, comme je le disais, de bien suivre les instructions du fabricant. C'est-à-dire que on ne peut pas dissocier le produit qui est utilisé avec le fabricant de l'entreprise extérieure, des salariés qui veulent désinfecter leurs locaux, leurs claviers, etc. C'est ce qu'on va voir après. Il est important d'avoir une harmonisation complète, d'utiliser les mêmes produits. Je reviens sur le plan de nettoyage journalier. Il faudra construire quelque chose de simple. Je continue mon nettoyage journalier tout en révisant mes plans de prévention, en créant mes plans de prévention et en maintenant la désinfection dans les mêmes conditions que le nettoyage. C'est ce que demande le dernier protocole et aussi celui du 31 août. Par contre, ils nous ont mis une petite parenthèse, ils ont tout à fait raison, c'est qu'il faut reprendre le document d'INRS, il y a un document, on va vous envoyer le lien, c'est sur la désinfection et le nettoyage. Ils expliquent comment désinfecter, comment nettoyer. Voilà, et il y a une phrase qui est très claire, on doit appliquer ce référentiel. On revient sur la désinfection et le nettoyage, on essaye de limiter les contacts. Je sais très bien, dans les bureaux c'est facile, mais en entreprise c'est plus compliqué que ça parce qu'on a de la polyvalence. Mais on va dans le planning journalier et dans votre plan de prévention, ce qu'on préconise, on le fait simple, c'est une feuille annexée au plan de prévention et ce qu'on doit faire. Toutes les surfaces des mobiliers, matériels et ustensiles susceptibles d'avoir été en contact, comme disait le Dr Durand, et d'être contaminés. Simple, vous avez la liste, les lieux communs, les portes, les poignées, les interrupteurs, les robinets, les équipements collectifs, etc. Quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est la moquette. On s'aperçoit aussi, il y a encore des correctifs qui sont en cours en entreprise, c'est qu'on utilise des aspirateurs standards. Et non, ça ne sert à rien parce que si vous désinfectez d'un côté et vous prenez l'aspirateur en dernier, les particules que vous allez aspirer sur un aspirateur standard, il va traverser le filtre et ils vont se redéposer sur des surfaces de travail. Donc, il faudra utiliser des aspirateurs munis de filtres à haute efficacité. Dans votre prévention, intégrez tout ça et le système fonctionne correctement. Une attention sera accordée aux sanitaires, en particulier les toilettes. De bien désinfecter les toilettes. Et aussi, vous verrez dans le protocole, c'est bien indiqué, au niveau de l'aérosolisation, lorsqu'on tire la chasse d'eau, les sanitaires, et bien de s'assurer de bien fermer les toilettes et de bien désinfecter cette partie-là. Alors, tout ça, c'est à intégrer. Je reviens sur ce qu'on disait tout au début sur le document d'évaluation des risques professionnels. C'est à intégrer. Alors, comment on désinfecte, comment on nettoie, comment on s'organise? Eh bien, on va procéder plusieurs fois par jour à son poste de travail si vous êtes dans les bureaux. Alors, pas tous les quarts d'heure. Nous, on privilégie une fois le matin, une fois l'après-midi, ou lorsque vous quittez votre bureau, de vous assurer que les pièces, tous les matériels en contact soient correctement désinfectés. Une procédure qui est simple, c'est à chaque rotation de poste, plusieurs fois par jour, on va désinfecter avec des sprays, avec des désinfectants, en utilisant du papier ouaté, des lingettes, bandeaux nettoyants à usage unique. Après chaque désinfection ou à chaque utilisation, comme je vous le disais tout à l'heure, les claviers, les souris, les téléphones. C'est pour ça qu'on essaie de limiter les contacts dans le bureau, de façon qu'on limite le contact, la désinfection. On multiplie la désinfection, pardon, excusez-moi.
Comme on disait tout à l'heure, de bien aérer la pièce après chaque opération. Pour ceux qui ont des CTA avec des renouvellements d'air, eh bien, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui sont dans des espaces clos avec des fenêtres, on ouvre les fenêtres et on ventile au maximum. Un point important, on s'est aperçu que c'est bien de désinfecter, mais on n'a pas de matériel. Donc, on s'assure d'un approvisionnement et un stock suffisant en matériel. À titre indicatif, assurer en partie logistique sur la supply chain ou les services généraux, 1 mois de stock. Et on s'aperçoit que sur 1 mois de stock, l'approvisionnement est suffisant. Je reviens sur les déchets. On s'aperçoit aussi qu'on voit des masques, un peu de tout, des lingettes, un peu de tout. Non, il y a des règles qui sont inscrites sur la désinfection. Et depuis le mois de mai, on travaille avec quelques médecins. Et puis on a retrouvé ça sur sur le site du gouvernement. C'est qu'on va organiser simplement des poubelles dédiées aux produits, aux lingettes, aux papiers ouatés, aux masques respiratoires dans des poubelles dédiées. Alors, je reviens sur les poubelles. Pas la peine de mettre des poubelles partout. On s'est aperçu que des fois, 1 ou 2 poubelles dans le couloir ou dans un bureau ou dans une pièce dédiée, eh bien, ça fonctionne parfaitement. Important en termes d'environnement, on va supprimer les lingettes alcoolisées, etc. Prenez des lingettes d'abord qui sont certifiées et normées, premièrement, et limiter, parce que l'environnement, vous allez vous rendre compte que ça aura un impact pour ceux qui ont beaucoup d'entités en entreprise. Et une fois que vous allez privilégier, j'ai oublié de vous dire, vous allez privilégier des sacs plastiques de différentes couleurs. Nous, on a privilégié le vert parce que le vert, pour nous, c'est l'environnement. Mais vous avez dans des entreprises ou dans les couloirs, vous avez des sacs déchets banals, et puis le sac lié aux déchets dangereux et réceptacles pour les masques respiratoires. Tout ça, vous allez attendre 24 heures et vous allez les mettre dans les déchets ménagers. Donc, il faudra trouver un local, une fois que votre sac il est plein, où vous allez mettre une périodicité d'enlèvement de vos déchets. Vous allez trouver un local, un positionnement, souvent c'est dans les déchets dangereux, et vous allez les déposer dans les déchets ménagers 24 heures après. Un point important, on s'aperçoit que c'est bien de nettoyer, de désinfecter, mais les personnels seront équipés avec leur équipement de protection individuelle adapté à l'entreprise et adapté aux produits désinfectants. On s'est aperçu aussi qu'il y avait quelques écarts. Beaucoup de questions aussi. Je suis post-occupé pour un cas suspect, pour un cas de Covid+, qu'est-ce que je dois faire? Je suis sur 3 niveaux, 4 niveaux, est-ce que je désinfecte tout? Non, il précise qu'on doit continuer à désinfecter et nettoyer dans les règles de l'art du nettoyage que l'entreprise a mis en place. Cependant, il faudra, pour des cas contacts, pour des cas suspects, peut-être renforcer dans votre entreprise la désinfection. Premièrement, on va aérer la pièce, si c'est possible. On va traiter toutes les surfaces en utilisant un produit virucide actif, comme je disais tout à l'heure, normé. Si vous avez une entreprise extérieure, c'est facile, c'est intégré dans le plan de prévention. Et si vous avez un cas suspect, un coup de téléphone, et ça s'arrange avec l'entreprise extérieure. Bureau, matériel informatique, téléphone, voyez de porte, interrupteur. La nécessité, comme je le disais tout à l'heure, pas d'affolement, on désinfecte, on utilise les équipements de protection individuelle adaptés à l'activité, tout en respectant les équipements de protection individuelle que l'employeur ou l'entreprise a mis en place, et on va se laver les mains après le retrait des EPI. Et ça, c'est valable pour l'entreprise extérieure aussi. Un poste occupé par une personne déclarée Covid+. On reste dans la même démarche. Si vous êtes sur 4 niveaux, je prends la défense, et si le Covid+, il est au rez-de-chaussée, on ne va pas désinfecter la tour. On va aérer la pièce, ça c'est la priorité. Si ce n'est pas possible, il y a une non-conformité quelque part dans la pièce. On va désinfecter le bureau, mais on va renforcer, bien entendu, la désinfection et le nettoyage des installations de toutes les surfaces et objets touchés ou susceptibles d'être contaminés par la personne en utilisant le même produit virucide et en respectant les principes de précaution liés au nettoyage. Pour faire simple, si la personne elle est passée, elle a rencontré son collègue et elle a discuté, je ne sais pas, dans le couloir, elle a touché la machine à café, il faudra désinfecter la machine à café. Alors, je reviens sur les machines à café et les fontaines à eau.
Ça veut dire qu'on ne va pas tout désinfecter. Il y a des protocoles qui sont écrits dans les plans de prévention et dans votre mode opératoire. Comment je désinfecte? Je reviens sur les machines à café et sur les machines à eau, les fontaines à eau. Pardon, excusez-moi. Un point important, on a eu beaucoup de questions. Vous pouvez utiliser les fontaines à eau, vous pouvez utiliser les machines à café disponibles dans les couloirs. Au début, on était comme vous, on s'est posé des questions, on a tout mis à la règle, mais non. Ce qu'on fait, c'est simple, c'est que vous devez afficher un protocole de désinfection en face de votre machine, de votre fontaine à eau, de votre machine à café. Simplement, on rappelle de ne pas se regrouper et de désinfecter tout ce qui est bouton poussoir, tout ce qui est contact. C'est très simple et après, on va privilégier le lavage des mains. Je reviens sur la partie, pour terminer sur la partie désinfection. Les équipements de protection individuelle sont importants parce que le choix du produit, nous avons choisi dans notre établissement des produits qui ne sont pas agressifs, ça existe. Virucides, bactéricides, fongicides. C'est très important. Non agressif. Pour la partie alimentaire, je voudrais juste une aparté. Vous avez la partie nettoyage des installations et la partie alimentaire. Je vais désinfecter mon micro-ondes, je vais désinfecter la machine à café, ça sera un virucide, fongicide alimentaire. Prenez bien en compte ces deux choses-là. Vous intégrez tout ça dans vos protocoles, on le fait simple et le système fonctionne. Je vais peut-être laisser, si vous avez des questions, je pourrais vous répondre sur le chat, le temps que je repasse la main à Mathieu. Alors, pardon, je crois que je t'ai coupé la parole, Bruno. Je mets juste Cécile en participant pour qu'elle reprenne son micro. Excuse-moi, Bruno, je croyais que tu avais fini. C'est bon, Cécile, normalement, tu veux prendre la parole. Oui. Donc moi, je vais vous parler des personnes vulnérables. C'est vrai que il est fortement demandé que les employeurs aient une vigilance accrue pour des collaborateurs qui seraient personnes vulnérables. Surtout qu'il y a eu des modifications récentes. Donc, les personnes vulnérables, donc c'est retour aux anciens critères. Hein, depuis le nouveau décret donc du 10 novembre 2020, on vous a mis la source et la référence tout en haut à droite de l'écran. Donc, c'est des critères qui étaient valables donc, lors du premier confinement. Après, la liste s'était allégée. Et donc là, on revient à la liste. Donc, voilà, on vous les a affichés. Donc, il y a 65 ans et plus. C'est tout ce qui est antécédent cardiovasculaire, diabète déséquilibré ou avec complications, tout ce qui est pathologie chronique respiratoire, donc asthme, apnée du sommeil, mucoviscidose. C'est tout ce qui est problèmes rénaux, personnes atteintes de cancer évolutif sous traitement, l'obésité avec un indice de masse corporelle supérieur à 30 et aussi tout ce qui est immunodépression. Donc voilà, ça peut être un peu des termes compliqués, mais en tout cas, voilà, tout ce qui est médicaments, voilà, chimiothérapie en cours ou greffe d'organes, voilà, vous avez le détail juste en dessous. Tout ce qui est cirrhose, la drépanocytose. Une aparté aussi sur tout ce qui est troisième trimestre de la grossesse. Et puis, ce qui a été rajouté, bon, c'était déjà un peu le cas au premier confinement aussi, mais pas formulé comme ça. Mais il y a tout ce qui est maladie maintenant neurologique, donc myasthénie, sclérose en plaques, Parkinson, etc. Donc, tous ces critères, vous les retrouvez dans le décret. Donc, par rapport à ces personnes vulnérables, quelles sont les obligations de l'employeur? Donc, déjà, pour tout ce qui est secteur privé, donc on l'a déjà dit juste avant, le télétravail, c'est l'action à privilégier. Si, voilà, mon entreprise ou mon poste de travail, j'ai un poste de travail qui n'est pas télétravaillable, l'employeur peut avoir deux alternatives. La première, c'est de mettre en place des mesures de protection renforcées. Donc, c'est par exemple mettre à disposition des masques chirurgicaux jetables par l'entreprise, donc en nombre suffisant. Ce n'est pas un masque pour la journée de travail, hein, on le rappelle. Un masque se porte 4 heures. Donc, si ma journée de travail fait 8 heures, je dois fournir 2 masques à mon salarié.
C'est aussi respecter les gestes barrières, hein, donc c'est ce que c'est les gestes barrières qu'on a cités, hein, le port de masque, l'hygiène des mains, tout ce qui est distance. Donc le port de masque, on le rappelle aussi, hein, le port de masque, donc c'est 4 heures. Porté, bien évidemment, s'il est souillé ou mouillé, je n'attends pas 4 heures, je le fais pas sécher, je le jette. C'est aussi l'isolement du poste de travail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut proposer? C'est par exemple proposer à un salarié déclaré vulnérable de le mettre en bureau individuel, puisque comme je vous le disais, le port de masque peut être retiré. Il n'y aura pas de partage d'espace de travail. Ça sera son espace, son bureau, son clavier, son espace qui sera désinfecté et personne d'autre qui peut venir toucher les éléments. Donc, ça peut être aussi une alternative et ça peut passer aussi par un aménagement. Voilà, si j'ai pas de bureau individuel à proposer, ça peut être l'installation d'un écran de protection. Ça peut être également aussi adapter les horaires de travail, les horaires d'arrivée et de départ, notamment pour tout ce qui est éviter les heures d'affluence dans les transports. La deuxième alternative, c'est placer en activité partielle le salarié. On le rappelle, hein, c'est une demande qui doit être faite par le salarié. Donc, comment ça se met en place? Le salarié doit vous remettre un certificat établi par un médecin. Si toutefois il y a un désaccord entre le salarié et l'employeur sur justement les mesures de protection qui sont mises en œuvre, si on est dans le cas d'un employeur qui dit bah voilà, moi j'ai mis des mesures pour toi, le salarié n'est pas d'accord, dans ces cas-là, n'hésitez pas, venez prendre avis auprès du médecin du travail. Et en tout cas, tant que le médecin du travail n'aura pas donné son avis, c'est la mise en activité partielle qui primera dans l'attente du retour du médecin du travail. Ce n'est pas le salarié qui reste à son poste de travail. On n'en parle plus du tout dans le nouveau texte. Vous pouviez aussi bénéficier de la mise en place du télétravail si on vivait avec une personne considérée comme vulnérable. On n'en parle plus dans ce texte-là. Après, voilà, c'est de la bienveillance et il est plutôt dit que l'employeur doit quand même favoriser le télétravail lorsque je vis avec une personne considérée comme vulnérable. Une aparté sur la fonction publique, même si en fait les mesures sont les mêmes, c'est aussi le télétravail qui est à privilégier. S'il est impossible, l'employeur met des mesures. C'est juste les termes qui changent, c'est-à-dire qu'on n'appelle pas ça une activité partielle dans la fonction publique. Le collaborateur, il est mis en ASA, en autorisation spéciale d'absence. Donc, c'est pareil, il y a un certificat d'isolement qui doit être établi par un médecin. Pareil, on n'en parle plus, ça n'a pas été renouvelé. Le collaborateur ne peut plus être mis en ASA s'il vit avec une personne considérée comme vulnérable. En tout cas, pour la fonction publique, si le motif de la vulnérabilité de votre salarié, c'est l'âge, c'est-à-dire au-delà de 65 ans, il n'y a pas besoin de présenter un certificat d'isolement. Et ça, on le rappelle, hein, c'est l'agent qui doit se signaler. C'est sur la base du volontariat. Le référent Covid. Oui, nous allons terminer effectivement sur cet aspect du référent Covid et on conclura avec nos prestations en fin de présentation. Donc, on avance. Donc, déjà, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un référent Covid dans son entreprise? La réponse, elle est oui. Selon le protocole, vous devez désigner un référent Covid. Alors, comment on le désigne? Ça va évidemment dépendre de la typologie de votre entreprise et des compétences de la personne. Il y a plusieurs possibilités, mais ça peut être le collaborateur qui est déjà impliqué dans la prévention. Ça peut être aussi un encadrant technique. Aussi un salarié désigné compétent, puisque c'est quelque chose que vous devez mettre en place, le salarié désigné compétent. Ou, dans certains cas, ça peut être également le chef d'entreprise lui-même. Sachez aussi qu'il y a des formations qui sont disponibles et que vous pouvez attribuer au collaborateur qui sera affecté à cette mission-là, qui donnera effectivement toutes les billes pour être un référent Covid. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à mettre en place cette formation.
quelle va être sa mission au référent Covid? Ça va être deux choses, de proposer et mettre en œuvre des mesures à déployer et à faire respecter, et aussi de s'assurer de la mise en œuvre des mesures qui vont être définies et de l'information des salariés. Donc finalement, son rôle à votre référent Covid, c'est informer, sensibiliser. C'est ça sa mission principale. On va donner quelques exemples d'actions derrière, mais c'est informer, sensibiliser. Pour que sa mission soit efficace, il faut que les missions soient clairement définies, même pourquoi pas formalisées. Il faut aussi que votre référent Covid dispose d'une autorité nécessaire à la réalisation des missions que vous allez lui attribuer. Il faut aussi qu'il dispose des moyens pour informer et sensibiliser les collaborateurs. Est-ce que je le fais en présentiel, est-ce que je le fais en visio, etc. Enfin, c'est tous ces éléments-là. Est-ce que j'ai les bons outils aussi pour le faire? Il faut évidemment avoir un soutien de l'encadrement intermédiaire. Et pour que ce soit clairement efficace, il faut que le référent Covid soit nominativement identifié et reconnu dans l'entreprise comme conseil. Chez nous, par exemple, il y a une information, une com qui a été faite par rapport à ça. Et désormais, les salariés peuvent directement venir nous contacter pour nous demander différentes questions. Et donc là, on est là aussi pour y répondre. Ce serait quoi comme action possible? Elles sont indiquées ici. C'est donc de l'information et de la sensibilisation. Ça va être aussi dans l'aide à la mise en œuvre des mesures préventives, accompagner l'entreprise dans de nouvelles pratiques, de nouvelles habitudes, de nouveaux réflexes. Donc, effectivement, le référent Covid doit avoir ce rôle d'accompagnement et de rappel des bonnes pratiques. Pourquoi pas participer ou aider au contact tracing? Donc, c'est lui qui peut prendre contact avec les collaborateurs. Ça peut être une solution. Accompagner les équipes au quotidien et... excusez-moi, j'ai coupé le micro de ma collègue. Accompagner les équipes au quotidien dans leur questionnement, mais aussi vérifier la disponibilité des fournitures de prévention. Tout ça, ce sont des actions que vous pouvez éventuellement mettre à disposition de vos collaborateurs. Pardon, c'est toutes les missions que vous pouvez attribuer au référent Covid, excusez-moi. Voilà pour le référent Covid. On va conclure effectivement par Horizon Santé Travail, qui est à vos côtés pendant cette période de crise sanitaire. Donc, effectivement, nous pouvons vous accompagner. Alors, déjà, ce que je voulais vous présenter, c'est cette petite image qui montre effectivement, alors souvent, on connaît le médecin du travail avec son équipe médicale, avec l'assistante médicale et infirmière en santé au travail, mais tout autour, il y a une équipe avec vous qui sont des ergonomes, des psychologues du travail, des techniciens ou des ingénieurs hygiène, sécurité et environnement, des assistants de santé travail, une cellule de maintien en emploi. Et finalement, toutes ces personnes-là, toutes ces compétences-là sont à votre disposition et sont comprises dans vos cotisations. Donc, il ne faut pas hésiter à mobiliser votre médecin du travail pour qu'il missionne les personnes les plus compétentes par rapport à vos questionnements et vos besoins. Par rapport à la crise sanitaire, effectivement, l'une de nos missions sera de vous aider au repérage des situations de vulnérabilité sociale et de détresse psychologique. C'est notamment pour ça que nous sommes ouverts, pour vous accueillir en respectant effectivement toutes les mesures barrières. Donc, on maintient nos visites en présentiel, même si la priorité est donnée aux téléconsultations, mais en cas de nécessité, les visites en présentiel sont maintenues. Pareil pour les visites d'information et de prévention, elles sont encore disponibles, toujours évidemment de préférence en téléconsultation. Et on va conseiller et informer sur la possibilité de visite de pré-reprise. Effectivement, nous pouvons réaliser ces visites de pré-reprise à la demande du salarié, du médecin traitant et du médecin conseil. Aussi, pour vous accompagner dans ces situations un petit peu particulières, nous avons une équipe dédiée au soutien psychologique dont le numéro est affiché ici. Également, nos assistantes sociales sont à votre disposition. Tout ça est compris dans vos cotisations, je le répète. Il y a un petit point en rouge, vous n'aurez pas ce petit point en rouge à la fin Covid-19, on vous donnera la version tout en noir. Mais effectivement, on a un accompagnement sur les thématiques en lien avec la Covid-19. C'est quoi ces thématiques? C'est effectivement le télétravail. On vous accompagne pour mettre en place le télétravail de manière optimale avec vos collaborateurs, mais aussi sur tout ce qui est appropriation des gestes barrières, le renforcement de la protection des salariés vulnérables, on vous accompagne aussi là-dessus, la définition des cas contacts et de leur prise en charge, le suivi des travailleurs saisonniers ou détachés, avec finalement plusieurs objectifs, vous aider à la compréhension et à la mise en place du protocole sanitaire, on est là pour ça,
et dans l'accompagnement de la mise à jour de votre document unique d'évaluation des risques. Par ailleurs, on maintient toutes nos actions en milieu de travail pour vous aider et maintenir le lien avec les entreprises et surtout vous accompagner dans une démarche de prévention. J'en ai donné quelques exemples d'actions en milieu de travail. Donc, c'est l'aide au DER, donc au document unique d'évaluation des risques, et effectivement, plus spécifiquement, en ce moment, si vous en avez besoin par rapport à la COVID-19. On vous apporte aussi des conseils en lien direct ou indirect avec la COVID-19. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec le télétravail, avec les risques psychosociaux aussi, on peut vous accompagner. Les études ergonomiques, les études de poste et les conditions de travail, les fiches entreprises qui sont toujours réalisées, l'évaluation du risque chimique. Vraiment, on est encore là pour vous accompagner. On fait aussi les interventions à distance, puisqu'on peut vous accompagner sur des réunions telles que le document unique, si vous voulez des conseils. On peut participer à vos CSSCT. On peut aussi vous accompagner pour mettre en place le protocole national pour assurer la santé et la sécurité en entreprise, etc. Nous réalisons également beaucoup de webinaires. Je vous invite à aller consulter notre page internet puisqu'on a beaucoup de webinaires qui sont à votre disposition. Hier, c'était sur les risques psychosociaux. La semaine prochaine, on va parler du télétravail ou également de l'installation au poste de travail. Donc, il y a différents webinaires qui sont mis en place, qui sont disponibles aux collaborateurs de votre entreprise, mais à vous-même si vous en avez besoin. Je vous invite vraiment à consulter votre médecin du travail qui pourra vraiment mobiliser l'interlocuteur qui sera le plus à même de répondre à vos attentes. Donc, c'est votre interlocuteur privilégié. N'hésitez pas à le contacter. Il fera le nécessaire pour mettre en place des actions de prévention. Voilà, les webinaires, c'est ce que je disais. Les risques psychosociaux, c'était hier, mais on va parler du télétravail. On va parler de l'aménagement de son poste de travail. Le document unique qui va bientôt arriver. Je crois que c'est mardi prochain sur le document unique. Et bien sûr, ça, c'est du collectif, mais on peut répondre plus spécifiquement à vos besoins pour vous, entreprise. Donc, si vous souhaitez des modules adaptés à votre entreprise, on peut aussi se mobiliser pour vous proposer des supports. Enfin, on a des vidéos tutoriels qui sont à votre disposition. On a vu comment porter un masque. Il y en a également d'autres qui sont à votre disposition, des e-learning, toutes nos plaquettes d'information, nos guides, parce qu'on a fait un guide sur le déconfinement, mais on a fait un guide sur le document unique. Donc, on a beaucoup de choses à vous proposer. Nos newsletters, nos articles qui sont également adaptés à la période Covid pour le moment. Et bien sûr, si vous voulez nous suivre, vous pouvez, puisque nous sommes sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Et nous avons également YouTube, où nous avons de nombreuses vidéos et beaucoup de replays, puisqu'on a fait beaucoup de communication pendant cette crise sanitaire. Donc, tous les replays sont disponibles et vous pourrez les consulter à votre souhait. Merci à vous tous. Merci de votre participation. J'étais un petit peu rapide sur la fin pour pas trop vous retarder. Et si vous avez des questions, on reste à votre disposition encore quelques instants. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations. On est à votre disposition. En tout cas, merci et très bonne journée.